400 kg de muscles d'un cheval de guerre s'affolent en une seule seconde. L'animal, ayant subi des années de dressage, qui ne craignait ni le cliquetis du fer ni les cris des mourants, se cabre soudainement et projette son cavalier dans la poussière. La cause de cette panique n'est pas la vue de l'ennemi, mais seulement une odeur que le vent a portée depuis les positions romaines. Ce parfum douceâtre et nauséabond de la bête du désert fait perdre le contrôle aux chevaux des barbares bien avant le premier coup de lance. L'histoire de l'armée romaine n'est pas seulement la discipline de fer des légions, mais aussi la capacité de transformer ses faiblesses en armes mortelles, en utilisant des créatures dont la seule vue provoquait une terreur primitive chez la cavalerie ennemie. Mais comment les fiers Romains, habitués à se battre en formation à pied, sont-ils arrivés à l'idée de monter des soldats sur des monstres bossus? La réponse se trouve dans une catastrophe qui a failli anéantir la présence romaine en Orient. Tout a commencé bien avant l'apparition des premiers détachements réguliers à dos de chameau, en l'an 53 avant notre ère, sous le soleil brûlant de Car. 7 légions romaines, sous le commandement de Marcus Licinius Crassus, sont entrées dans les vastes étendues désertiques de Mésopotamie, confiantes en une victoire facile sur la partie. Ils portaient sur eux 30 kg d'équipement, accablés par la chaleur, la poussière et la soif. Les Romains cherchaient une bataille générale, où leur infanterie lourde pourrait joindre les boucliers et écraser l'ennemi. Mais le désert dictait ses propres règles. Les cavaliers partent ne laissaient tout simplement pas les légionnaires s'approcher, les criblant de milliers de flèches et disparaissant derrière l'horizon, tels des mirages. Cette tactique de retraite et de harcèlement sans fin a reçu le nom de tir-part. C'est une manœuvre par laquelle l'archer monté, en plein galop, se retourne en selle vers l'arrière et tire sur son poursuivant. Pour le soldat romain, habitué à voir le visage de l'ennemi, c'était une torture psychologique. Être tué par les flèches tirées par des fantômes qu'il était impossible de rattraper. Plutarque, dans ses Vies, indique que lors de cette bataille, Rome a perdu 20 000 tués et 10 000 autres prisonniers. La tête de Crassus, le Romain le plus riche, a été envoyée au roi Parthe comme trophée. Cette déroute est devenue une leçon sanglante. La tactique standard des légions, qui fonctionnait parfaitement dans les forêts de Gaule ou les montagnes de Grèce, était un arrêt de mort dans les sables de l'Orient. La machine de guerre romaine a été confrontée à un ennemi qu'il était impossible de vaincre par une marche à pied. L'Empire avait besoin non seulement de renforcer sa cavalerie, mais de trouver un moyen de survivre là où les sabots des chevaux s'enlisaient dans le sable, et où l'eau valait plus cher que l'or. Le cheval est une créature capricieuse. Il lui faut jusqu'à 40 litres d'eau par jour, et une nourriture de qualité. Sinon, il périra après une semaine de marche dans le désert. Dans les conditions de l'Arabie et de la Syrie, l'entretien d'un grand corps de cavalerie se transformait en un cauchemar logistique capable de ruiner le trésor public. C'est alors que les stratèges romains ont porté leur attention sur les populations locales qui survivaient dans cet enfer depuis des siècles. Les guerriers du désert, capables de parcourir des centaines de kilomètres sans source d'eau, étaient appelés auxiliaires. C'étaient des troupes de soutien, recrutées parmi les peuples conquis, qui n'avaient pas la citoyenneté romaine. Les Romains, avec leur esprit pragmatique, comprirent qu'au lieu d'apprendre à un légionnaire d'Italie à monter un chameau, il était plus simple d'engager quelqu'un qui était né en selle entre les bosses. Mais la principale découverte ne fut pas la quantité de charges qu'un chameau pouvait porter, mais la réaction de la cavalerie ennemie face à lui. Déjà l'historien antique Hérodote décrivait la bataille de Sardes, où la cavalerie lydienne, réputée invincible, fut vaincue précisément grâce aux chameaux. Dès que les chevaux sentirent l'odeur âcre de ces animaux et virent leurs silhouettes étranges, ils devinrent incontrôlables. Cet effet biologique, une sorte d'attaque au gaz antique, devint un atout que Rome décida d'utiliser sur ses frontières orientales. L'odeur musquée spécifique du chameau provoque chez le cheval, qui n'y est pas habitué depuis son poulain,
un désir instinctif de fuir. Ce n'est pas seulement de la peur, c'est un rejet biologique au niveau des réflexes. Imaginez que la ligne de la cavalerie lourde d'élite ennemie, bardée de bronze, se brise d'elle-même sans même engager le combat, simplement parce que le vent a soufflé dans la mauvaise direction. Cependant, pour transformer un animal de caravane en unité de combat, il fallait une refonte complète de la mentalité des commandants romains. Le chameau n'est pas un cheval. Il ne galopera pas à l'attaque au premier ordre, et on ne peut pas le forcer à percuter de front une ligne d'infanterie. C'est un animal de caractère, doté d'une grande intelligence et qui a une mémoire tenace. Les Romains devaient créer un nouveau corps de troupes à partir de zéro, en l'intégrant dans la structure rigide de la Légion. Le processus d'intégration commença avec la conquête du royaume nabatéen en l'an 106 de notre ère par l'empereur Trajan. C'est alors, en prenant le contrôle de Pétra et des routes commerciales de l'encens, que Rome obtint l'accès aux meilleurs chameaux et cavaliers de la région. Une nouvelle province, l'Arabie pétrée, fut créée, et sa défense nécessitait des forces spécifiques. Les patrouilles ordinaires y disparaissaient sans laisser de traces, engloutis par les sables ou tués par des nomades attaquant de nulle part. C'est ainsi que les dromadaires entrent dans l'arène de l'histoire. Ce sont des cavaliers spécialisés sur des chameaux à une bosse, enrôlés dans l'armée romaine. Le mot vient du grec dromas, qui signifie « celui qui court ». Mais il ne faut pas croire qu'il s'agissait de simples chameliers en haillons. C'étaient des soldats de l'Empire, recevant une solde, portant un équipement et obéissant au centurion. Les rouleaux trouvés à Doura Europos nous ont même conservé les noms de combattants spécifiques et de leurs montures. Mais avant que ces unités ne puissent semer la terreur chez les ennemis de Rome, l'Empire a dû résoudre la tâche complexe de leur équipement et de leur entraînement, car la guerre à dos de chameau est radicalement différente de tout ce que les théoriciens militaires romains connaissaient. La préparation à une incursion en profondeur dans le désert ne commençait pas par la formation en colonne, mais par le processus torturant de l'équipement, qui, pour une personne non préparée, ressemblait à une tentative d'harnacher un dragon enragé. Le chameau n'est pas un cheval docile, qui se laissera brider en silence. C'est une montagne de muscles avec un caractère exécrable, qui rugit, crache et tente de mordre son cavalier à tout endroit non protégé. Le soldat romain, pour survivre, devait devenir à moitié vétérinaire, à moitié acrobate. Les découvertes archéologiques à Karanis en Égypte montrent que l'équipement d'un seul chameau de combat comprenait des systèmes complexes de sangles, des couvertures de laine et une armature rigide, pesant au total plus de 40 kg avant même que l'homme ne monte sur la bête. Le principal problème était la hauteur. Le cavalier sur un chameau se trouve à près de 3 mètres au-dessus du sol, ce qui offre une excellente vue, mais rend les armes de mêlée conventionnelles inutiles. Le glaive, l'épée romaine standard, idéale pour le combat à pied, se transformait ici en un cure-dent inutile, avec lequel il était impossible d'atteindre un fantassin sans se pencher hors de la selle, au risque de se briser la nuque. Pour compenser cette zone morte, les Romains ont armé leurs dromadaires d'armes empruntées aux Sarmates et aux Parthes, transformant un inconvénient en un avantage mortel. Cette longue et lourde lance, qu'il fallait tenir à 2 mains, s'appelait le contus. C'est une pique de cavalerie mesurant jusqu'à 4 mètres de long, capable de percer le bouclier et l'armure de l'ennemi à une distance inaccessible pour une contre-attaque. Entre les mains d'un combattant expérimenté, le contus se transformait en un dard de frelon géant, qui frappait l'ennemi de haut en bas avec une force monstrueuse, multipliée par la masse et la vitesse de l'animal. Imaginez l'impact d'un poteau télégraphique avec une pointe acérée qui s'abat sur vous du 2e étage. C'est ce que ressentait un fantassin qui osait se mettre sur le chemin d'un cavalier chamelier. Cependant, maintenir un levier aussi long exigeait une force physique et un équilibre incroyable, car les Romains, comme on le sait, n'utilisaient pas d'étrier. Pour se maintenir sur la bosse pendant l'impact, une construction de selle spéciale aidait,
qui épousait fermement la bosse de l'animal, créant une plateforme rigide. Sans cette structure en bois recouverte de cuir, le premier coup de lance puissant aurait éjecté le cavalier de la selle selon les lois de la physique. L'historien Procope de Césarée a noté plus tard que la cavalerie chamelière n'était efficace que lorsque les animaux étaient entraînés à tenir bon jusqu'à la mort, sans s'effrayer du cliquetis du métal. Sinon, le long contu devenait plus dangereux pour le cavalier lui-même que pour l'ennemi. Mais la guerre dans le désert est avant tout une guerre contre le soleil et la soif. Et c'est là qu'entrait en jeu la mathématique impitoyable de la survie. Des documents de la forteresse de Doura Europos conservent des rapports précis sur la distribution d'orge et d'eau. Un chameau recevait moins de grains qu'un cheval de combat, mais la capacité de l'animal à boire rarement et beaucoup changeait toute la logistique. Un cheval exige 30 à 40 litres d'eau par jour, et s'il ne boit pas pendant une journée, il perd sa capacité de combat. Le chameau, quant à lui, peut ne pas boire pendant une semaine, perdant jusqu'à un tiers de sa masse corporelle, puis se remettre en forme en une seule fois, buvant 100 litres d'eau en 10 minutes. Pour l'intendant romain, cela signifiait que le rayon d'action d'un détachement de dromadaires augmentait de centaines de kilomètres par rapport à la cavalerie ordinaire. Les légionnaires appelaient leur monture « vaisseaux du désert », non par élégance stylistique, mais parce qu'ils étaient le seul moyen de traverser l'océan de sable et de rester en vie. L'eau était stockée dans des outres en peau de chèvre, imprégnées de résine, et chaque gorgée de ce liquide chaud, sentant le goudron, valait son pesant d'or. Les soldats de ces unités portaient un équipement mixte. Par-dessus la tunique romaine, ils enfilaient de larges pantalons orientaux, protégeant les jambes des frottements contre la peau rugueuse de l'animal, et de longues écharpes, sauvant le visage des tempêtes de sable. La tête était protégée par un casque, mais le corps était souvent couvert, non pas par de lourdes cuirasses segmentées, mais par une cotte de mailles, qui assurait une meilleure ventilation. Au soleil, le métal chauffait à la température d'une poêle. C'est pourquoi il portait souvent par-dessus l'armure des capes en tissu clair, réfléchissant les rayons. Cet élément vestimentaire, emprunté aux tribus locales, s'appelait le sagoum. C'est un manteau de laine épais qui servait de protection contre la surchauffe le jour et se transformait en couverture la nuit, protégeant du froid vif du désert. Le sagum était pour le soldat à la fois une maison, une literie et un bouclier contre les éléments, s'imprégnant de sueur, de poussière et de l'odeur du feu de camp. Avec cet équipement, lances longues pointées, les détachements de dromadaires ressemblaient à des êtres venus d'un autre monde, même pour leurs collègues des cohortes d'infanterie. Ils étaient l'élite de la survie, des hommes à la peau tannée et aux yeux brûlés, qui savaient trouver leur chemin là où la carte ne montrait que le vide. Le coût d'un seul chameau de combat entraîné pouvait à cette époque atteindre le prix d'une petite maison de province. C'est pourquoi la perte d'un animal était considérée comme une faute grave. Dans les listes de dépenses pour l'entretien de l'armée, trouvées en Égypte, on voit que les vétérinaires recevaient une solde équivalente à celle des officiers subalternes, tant leur compétence à maintenir en vie ces géants capricieux était précieuse. Lorsque la phase préparatoire était terminée et que la caravane hérissée de lances sortait des portes du fort, un véritable jeu avec la mort commençait, dont la première épreuve de force était le parcours lui-même. L'aube de l'an 106 de notre ère, au-dessus du désert pierreux de la Jordanie, accueille la colonne romaine non pas par le chant habituel des clairons, mais par un silence sinistre. Les milliers de semelles douces et larges des chameaux touchent le sol brûlant presque sans bruit, créant l'impression surréaliste d'une armée de fantômes flottant dans la brume de l'air chaud. Le seul son qui rompt le silence est le grincement des lanières de cuir retenant la charge, et la respiration lourde et rauque des animaux qui sentent l'approche de la tempête. Pour le légat romain, habitué au rythme clair des bottes des soldats,
Cette marche silencieuse était une épreuve pour les nerfs. L'armée avançait, mais la terre ne tremblait pas, privant le commandant du sentiment habituel de puissance et d'inéluctabilité de sa troupe. La traversée des sables rouges de l'Arabie commençait avant l'aube pour parcourir la majeure partie du chemin avant que l'astre ne se transforme en bourreau impitoyable. Le mouvement de la colonne de dromadaires différait radicalement de la marche d'une légion d'infanterie. Il était impossible d'avancer en formation serrée, épaule contre épaule. Les animaux avaient besoin d'espace pour ne pas mordre leurs voisins et ne pas s'emmêler les pattes, de sorte que la formation s'étirait sur des kilomètres, se transformant en un serpent vulnérable rampant parmi les dunes. Ce système de fortification et de route de patrouille, le long duquel les troupes se déplaçaient, s'appelait le limes arabicus. C'était une frontière de l'Empire profondément échelonnée, composée d'une chaîne de forts, de tours de guets et de routes, destinée à contrôler les nomades. Le limes n'était pas un mur, comme en Bretagne ou en Germanie. C'était un réseau vivant, une toile d'araignée jetée sur le désert, où chaque nœud était une oasis ou un puits. Sortir de cette toile signifiait la mort, non par l'épée, mais par déshydratation. L'historien Ammien Marcellin, décrivant de telles traversées, mentionnait que la poussière soulevée par le vent était si fine et caustique qu'elle pénétrait même à travers les écharpes solidement nouées, obstruant le nez, les oreilles et les yeux, transformant les hommes en statues aveugles de boue et de sueur. Mais le pire ennemi en marche n'était pas la poussière, mais le mal de mer spécifique du désert. L'allure caractéristique du chameau, lorsqu'il lève simultanément les deux pattes d'un même côté, crée une amplitude de balancement qui fait que le cavalier non préparé commence à se vider après seulement 1 heure de trajet. Les recrues romaines, montant pour la première fois la selle d'un dromadaire, souffraient de vertige et de nausées, perdant leur capacité de combat avant même de rencontrer l'ennemi. Imaginez que vous êtes attaché au mât d'un navire pendant une tempête, et que cette tempête ne s'arrête pas 1 minute pendant 10 heures sous un soleil de plomb. Pour supporter ce rythme infernal, les légionnaires devaient synchroniser leur respiration et leurs mouvements avec l'animal, entrant dans une sorte de transe. Les arrêts n'étaient effectués qu'à des points strictement définis, préparés à l'avance par les ingénieurs. Ces stations de relais fortifiées pour le repos nocturne et le changement de chevaux s'appelaient des manciaux. C'étaient des îlots de sécurité en pierre avec des réserves d'eau et de fourrage, situés à une distance d'1 journée de marche les uns des autres, environ 30 kilomètres. Atteins le Mancio, et tu vivras 1 jour de plus. Ne réussis pas avant le coucher du soleil. Et le désert nocturne, avec sa chute brutale de température et ses prédateurs, t'engloutira. Les archéologues, fouillant les ruines de telles stations le long de la Via Nova Traiana, trouvent des os de chameaux et des fragments d'amphores, témoignant que même ici, sous la protection des murs, le repos n'était qu'un bref moment de répit. À midi, lorsque le soleil atteignait son zénith, les ombres disparaissaient et le monde devenait plat, dépourvu de repères. C'est à ce moment précis, lorsque l'attention s'émoussait à cause de la chaleur et de la monotonie, que le désert portait son premier coup. Ce n'était pas une attaque frontale, comme celle que préféraient les Germains ou les Gaulois. C'était la morsure d'une vipère. Un raid soudain sur la queue de la colonne, là où se trouvaient les bêtes de somme avec l'eau. Devant le groupe principal se déplaçaient toujours les yeux de l'armée, les éclaireurs, dont la tâche était de détecter la menace avant qu'elle ne devienne mortelle. Ces éclaireurs montés, opérant loin des forces principales, s'appelaient des exploratores. Leur tâche était de tâter le terrain et de capturer des langues, et ce sont eux qui entraient les premiers en contact avec l'ennemi invisible. L'un des exploratores, galopant à l'avant-garde, arrêta soudain son chameau et leva sa lance horizontalement au-dessus de sa tête. Signal
Je vois l'ennemi. Dans la brume tremblante de l'horizon, là où le ciel se confondait avec le sable brûlant, des points sombres commençaient à apparaître. Ils ne restaient pas immobiles, mais s'approchaient rapidement, s'éparpillant en éventail. Ce n'était pas une escorte commerciale, ni des nomades occasionnels. La manière de se déplacer trahissait des tueurs professionnels. La cavalerie légère parthe était partie à la chasse, certaine d'une proie facile. Ils ne voyaient devant eux que des chameaux maladroits, sans se douter que le vent soufflait dans leur direction et qu'ils portaient déjà aux narines de leurs chevaux l'odeur qui serait la cause de leur perte. Le commandant romain abaissa lentement la visière de son casque, comprenant que c'était ici, sur ce morceau de sable sans nom, que se déciderait si cette aventure avec les dromadaires était une intuition géniale ou une erreur fatale. Le bruit de sabots de la cavalerie parthe ressemblait à une avalanche dévalant les montagnes. Mais au lieu de neige, c'était un mur de fer et de chair qui se précipitait sur la formation romaine. Le commandant ennemi, ne voyant devant lui qu'une chaîne clairsemée d'animaux gauches, lança ses réserves d'élite au combat, décidant d'écraser cette étrange caravane d'un seul coup. Le soleil brillait sur les armures à écailles des cavaliers, les transformant en un miroir aveuglant de la mort, s'approchant inexorablement des chameaux immobiles. Ce n'étaient pas de légers archers tournoyant au loin, mais de la cavalerie lourde de choc, capable de percer la formation d'une légion par une attaque frontale. Ces cavaliers bardés de bronze, où même les chevaux étaient recouverts de plaques métalliques, s'appelaient des cataphractaires. C'étaient les chars d'assaut du monde antique, dont la tactique consistait en un coup de bélier écrasant en formation serrée avec de longues lances. Pour tout fantassin, la vue des cataphractaires en pleine charge était le signe d'une mort imminente. Mais les dromadaires ne flanchèrent pas, car ils connaissaient un secret inaccessible à l'ennemi. Lorsque la distance fut réduite à la portée d'une flèche, le vent, comme sur ordre des dieux romains, apporta aux narines des étalons parthes l'odeur épaisse et douceâtre des chameaux excités. L'effet fut instantané et catastrophique, comme si un mur invisible avait surgi au milieu du désert. Les chevaux de guerre, ayant traversé des dizaines de batailles, hennirent soudain, brisant la formation et se cabrant, leurs yeux injectés de sang par une terreur primitive face à la bête inconnue. L'historien antique Hérodote, décrivant un effet similaire lors de la bataille de Sardes, notait que les chevaux ne supportaient non seulement pas la vue, mais aussi l'odeur des chameaux, perdant tout contrôle. Ce qui aurait dû être une attaque triomphale se transforma en une mêlée sanglante. Les rangs arrière des Parthes percutèrent les rangs avant, arrêtés par la panique, les chevaux jetant leurs cavaliers directement sous les sabots de leurs compagnons. Les Romains, profitant du chaos, lancèrent leurs bêtes à la contre-attaque. Et c'est là que se manifesta le principal avantage tactique des dromadaires, la hauteur. Le cavalier sur un chameau, dominant le champ de bataille de près de 3 mètres, obtenait une position idéale pour frapper de haut en bas, inaccessible à la cavalerie ordinaire. Les longues lances contues entre les mains des Romains fonctionnaient comme des harpons, perçant le cou des chevaux et les casques des cavaliers avec une force monstrueuse, multipliée par la gravité. Cela ressemblait à un massacre. Le Parthe, sur un cheval affolé, tentait de se maintenir en selle, tandis que le Romain portait méthodiquement des coups dans les articulations non protégées de l'armure. Chaque unité de dromadaire agissait comme un organisme coordonné unique sous le commandement d'un officier expérimenté, situé au centre de l'affrontement. Le commandant dans le peloton de cavalerie de 30 cavaliers s'appelait un décurion. C'était sa voix qui, couvrant le bruit de la bataille, indiquait les cibles pour les attaques de groupe, transformant les duels individuels en une extermination organisée. Dion Cassius, dans son Histoire romaine,
décrivait comment, lors de la bataille de Nisibis, les chameaux non seulement effrayaient les chevaux, mais piétinaient également les fantassins tombés avec leurs larges pieds calleux qui ne s'enlisaient pas dans le sable. Un chameau au corps à corps est un adversaire redoutable. Il donne des coups de pied dans toutes les directions et mord avec une force capable de briser un bras humain. Les Parthes, retrouvés au sol, étaient confrontés à des animaux enragés, qui les attrapaient aux épaules avec leurs dents et les jetaient comme des poupées. Les sons de la bataille avaient changé. Au lieu des cris de victoire, il n'y avait que des hurlements de terreur et le craquement des os. Les fiers cataphractaires, l'élite de l'Orient, s'étaient transformés en une foule impuissante, prise entre leur propre peur et les lances romaines. Ceux qui réussirent à faire demi-tour fuirent sans se retourner, abandonnant leurs armes coûteuses et leur honneur dans les sables. Le champ de bataille resta à Rome, mais la victoire avait sa saveur spécifique, celle du fer. Quand la poussière retomba, une scène éloignée des triomphes de parade se révéla. Le sable, imprégné de sang, s'était transformé en une boue noire et collante. Et au milieu des corps des ennemis, gisaient aussi des dromadaires romains. Certains chameaux, ayant reçu des dizaines de blessures, continuaient à se tenir debout, saignant mais sans tomber, maintenus seulement par l'adrénaline et la construction rigide des selles. Les Romains avaient gagné ce combat non par le nombre ou la bravoure, mais par un froid calcul et la connaissance de la biologie, transformant les instincts des animaux en une arme de destruction massive. Les légionnaires descendaient pour achever les blessés et ramasser les trophées, mais il n'y avait pas de joie dans leurs actions. Ils comprenaient que ce succès n'était qu'un sursis temporaire, car la nouvelle de la défaite de la cavalerie d'élite se répandrait dans le désert plus vite que le vent. L'ennemi apprend vite, et la prochaine fois, il ne s'approcherait pas, mais utiliserait ce contre quoi ni les lances, ni l'odeur des chameaux ne seraient efficaces. Le soleil commençait à décliner, colorant l'horizon de la couleur du sang coagulé. Et dans le crépuscule imminent, le commandant du détachement remarqua au sommet d'une dune la silhouette solitaire d'un observateur qui ne fuyait pas, mais étudiait attentivement les conséquences du carnage, préparant un nouveau plan de vengeance. Après le bain de sang infligé à la cavalerie parthe, l'euphorie de la victoire céda rapidement la place à la froide réalité de la guerre du désert, où gagner une bataille signifiait seulement prolonger ses souffrances pour une saison de chaleur de plus. Le sable avait absorbé le sang des Romains et des barbares avec la même indifférence, et les légats de l'Empire réalisèrent que les actions d'intimidation ponctuelles ne retiendraient pas ces terres illimitées et brûlées par le soleil. Il ne fallait pas seulement gagner une bataille, mais créer un système qui fonctionnerait sans faille pendant des décennies, transformant des bêtes exotiques en un outil de routine de la machine impériale. Un document de la fin de l'Empire romain, connu sous le nom de Notitia Dignitatum, liste des dignités, contient des données sèches mais étonnantes. Des dizaines d'unités de dromadaires étaient déployées aux frontières orientales, certaines comptant jusqu'à 1000 cavaliers. Ce n'étaient plus des mercenaires expérimentateurs, mais des unités régulières, dont l'histoire remontait à des centaines d'années, comme la célèbre Alla prima ulpia dromedariorum, créée par Trajan et ayant subsisté plusieurs siècles. Cette unité organisationnelle de la cavalerie romaine, composée d'environ 500 hommes et animaux, s'appelait une ala. Traduit du latin, ce mot signifie « aile », ce qui symbolisait leur rôle tactique: déborder les flancs de l'ennemi et porter des coups rapides. La transformation des détachements de chameaux en ailes permanentes de l'armée a permis à Rome de faire ce qui était considéré comme impossible: contrôler un territoire sans route, sans ville et sans eau.
Les chroniques historiques de l'époque de l'empereur Aurélien et de sa guerre contre le royaume de Palmyre en 272 montrent que c'est le soutien logistique des chameaux qui a permis à l'armée romaine de traverser le désert syrien et d'assiéger la reine rebelle, Zénobie. Alors que les chevaux de la cavalerie lourde tombaient d'épuisement, les dromadaires portaient l'eau, les céréales et même les machines de siège démontées, agissant comme des camions vivants capables de mordre. Mais la transformation la plus importante n'a pas eu lieu dans la tactique des attaques, mais dans la philosophie de la défense. Les dromadaires sont devenus la base d'une nouvelle classe de troupes frontalières. Au lieu de courir après les bédouins insaisissables à travers tout le désert, Rome a créé un bouclier vivant qui était constamment à la frontière, vivant la même vie que la population locale. Ces soldats colons, qui recevaient des terres dans la zone frontalière en échange de l'obligation de la défendre les armes à la main, s'appelaient les limitanei. Ils étaient les premiers à rencontrer l'ennemi, et c'est sur leurs épaules que reposait le fardeau du service quotidien et épuisant, loin de l'éclat de Rome. La vie d'un limitaneuse dromadaire était loin d'être romantique. C'étaient des années passées en selle sous un soleil de plomb, à patrouiller les chemins des contrebandiers et à garder les puits. Les fouilles archéologiques dans les forteresses de Jordanie et d'Israël montrent que ces hommes vivaient dans des casernes avec leurs animaux, et que l'odeur du fumier de chameau imprégnait leurs vêtements, leur peau et leur nourriture, pour toujours. Cependant, c'est précisément cette symbiose de l'homme et de la bête qui a créé une barrière insurmontable. Une seule patrouille de chameaux couvrait un territoire qui nécessitait 3 détachements de cavalerie pour être contrôlé, ce qui économisait des millions de sesterces au trésor chaque année. L'efficacité économique est devenue un facteur décisif. Selon les papyrus d'Oxyrhynchos en Égypte, l'entretien d'un chameau coûtait 20% moins cher que celui d'un cheval, pour une capacité de charge double. À l'échelle de l'Empire, cela signifiait que Rome pouvait maintenir des garnisons là où c'était auparavant physiquement impossible. La cavalerie chamélière a cessé d'être un simple épouvantail pour les chevaux ennemis. Elle est devenue la colonne vertébrale de la sécurité de tout l'Orient. Les ennemis de Rome, qu'il s'agisse des Perses sassanides ou des tribus arabes, ont rapidement appris la leçon. Attaquer une patrouille romaine comprenant des chameaux est un suicide pour la cavalerie. C'est pourquoi la tactique des raids a changé. Les barbares ont commencé à éviter les affrontements directs, préférant les embuscades de nuit en formation à pied, mais même ici, la grande taille du chameau jouait en faveur des sentinelles, permettant de remarquer le mouvement bien avant le jet de lance. La longévité de ce corps de troupes est la preuve ultime de son succès. Les dromadaires romains ont gardé les frontières de l'Empire pendant plus de 500 ans, survivant à de nombreux empereurs, guerres civiles et crises. Ils n'ont disparu qu'avec l'Empire lui-même, se dissolvant dans les sables de l'histoire. Mais leur héritage est resté à jamais dans la science militaire. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée d'effrayer les chevaux ennemis avec une odeur désagréable, a évolué en un système complexe de garde-frontières, sans lequel les provinces orientales auraient été perdues pour Rome des siècles plus tôt. Lorsque la poussière des siècles s'est déposée sur les ruines des forts romains, il est devenu évident que la véritable force de ces unités ne résidait pas dans les muscles ou les lances, mais dans leur capacité à s'adapter aux conditions les plus inhumaines. Le légionnaire romain était célèbre pour sa discipline, mais le dromadaire y a ajouté l'endurance de la bête du désert elle-même. Maintenant que l'histoire de leur triomphe et de leurs épreuves est révélée, il ne reste qu'une seule et dernière question qui résonne des anciennes murailles de Pétra et de Palmyre jusqu'à nous, vivant dans le confort du XXIe siècle. L'histoire des dromadaires ne s'est pas arrêtée brusquement avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, comme beaucoup pourraient le penser. L'héritière de Rome, Byzance, a soigneusement conservé ses unités, fixant leur tactique dans le principal manuel militaire de cette époque, écrit par l'empereur Maurice à la fin du VIe siècle. Cet ouvrage fondamental,
qui a résumé plus de 500 ans d'expériences sanglantes et d'erreurs, s'appelait le Stratégicon. C'était un guide pratique détaillé pour les généraux, où il était recommandé noir sur blanc de placer les chameaux en première ligne, afin que leur vue et leur odeur brisent la formation de la cavalerie ennemie avant même le début du combat au corps à corps. Les connaissances payées par la déroute des légions de Crassus et des milliers de vies se sont transformées en une instruction de survie impérissable qui a survécu à la civilisation même qui l'a engendrée. L'aigle romain a pu tomber dans la poussière, mais la ruse militaire, née dans les affres du désert, a continué de vivre, devenant le fondement de la tactique des futures armées de l'Orient pour les siècles à venir. Cependant, le monument le plus poignant et le plus honnête à ces hommes n'est pas constitué par les livres secs des empereurs, mais par les déchets ordinaires trouvés par les archéologues dans les sables de Libye, dans le fort abandonné de Bounjem. Les fouilles, menées dans la seconde moitié du XXe siècle, ont révélé au monde des centaines de tessons d'argile portant des lettres personnelles de soldats dromadaires datant du IIIe siècle de notre ère. Ces fragments de poterie en céramique, qui servaient de matériaux bon marché pour des notes rapides dans les garnisons, s'appellent des ostracas. C'étaient des sortes de messages-textes de l'Antiquité qui nous ont conservé les voix vivantes, pleines de douleur et d'espoir de ces hommes. Des demandes d'envoi d'huile fraîche, des plaintes concernant un chameau malade nommé Feu, et des rapports de nuit blanche de Garbe. En lisant ces griffures sur l'argile, nous ne voyons pas des statues sans visage dans du marbre froid, mais de jeunes hommes vivants qui s'ennuyaient de chez eux, détestaient la chaleur torride et craignaient le lendemain, tout comme n'importe quel soldat aujourd'hui. Ils ont pu vaincre le désert, non pas parce qu'ils étaient des héros mythiques, mais parce qu'ils avaient appris à vivre en rythme avec lui, transformant la bête la plus têtue et la plus incommode en leur fidèle frère d'armes.